Donc on va terminer la matinée avec Jean Lebideau, qui est professeur à l'Université de Nantes, à l'Institut des matériaux Jean Rouxel, donc effectivement à Nantes. Donc Jean s'intéresse essentiellement au liquide ionique, vous allez le voir, pour l'élaboration de ionogels et de matériaux, avec des visées sur des propriétés assez diverses, quand même centrées sur le stockage de l'énergie et sur l'ingénierie tissulaire. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier Clément pour cette invitation et plus que l'invitation aussi pour la réflexion passionnante qu'on est en train de mener aujourd'hui. Effectivement, on va parler de certains matériaux, mais je ne parlerai pas aujourd'hui d'applications. On parlera très peu de dispositifs, je vous en montrerai un exemple à la fin, mais on ne parlera pas d'applications en tant que telles. Ce dont nous allons parler, c'est l'utilisation de l'exploitation de matériaux hybrides, biphasiques, liquides, solides. Alors quand on dit matériaux hybrides, si je reformule, je vais dire matériaux organiques, inorganiques et liquides, solides. Ceci peut être obtenu grâce à l'exploitation de certaines propriétés de liquide ionique dont on va parler tout de suite. Mais ce qui est sous-tendu dans tout ça, si on veut comprendre le fonctionnement, si on veut comprendre fondamentalement comment on peut arriver à avoir un matériau stable à l'état solide, qu'on peut mettre en forme comme un solide et qui a des physiques qui présente certaines physiques de l'état liquide, il faut d'abord simplement, non pas parler en termes peut-être de classe 1, de classe 2, d'interaction forte, de liaison chimique et d'interaction faible, mais tout simplement d'interaction en termes général, dans son acception large, dans le matériau, en compétition avec les contraintes qui sont exercées en termes thermiques, électromagnétiques, mécaniques aussi. Alors, Alors, je pourrais commencer simplement avec cette coupure de journal que j'ai pris plaisir à vous mettre ici, simplement parce qu'elle date de ce mois-ci, où quelqu'un, ce journal-là, a dit, bon ben voilà, maintenant on va arriver au moment où on va pouvoir développer les liquides ioniques, passer à la plus grande échelle, et donc tout de suite éliminer cette question qui nous taraude toujours, et est-ce que c'est pas trop cher d'utiliser des liquides ioniques? Alors là, on a un exemple, en fait, on parle de matériaux, mais là, c'est un exemple simplement, c'est un clin d'œil pour vous montrer qu'on change d'échelle en termes de liquide ionique, mais là, il s'agit de catalyse. Il y a d'autres industriels qui parlent de matériaux à l'heure actuelle avec des liquides ioniques, plus précisément Solvay, dont je parlerai tout à l'heure. Alors, des liquides ioniques, ce n'est pas nécessaire que je vous détaille leurs caractéristiques. Matériaux, excusez-moi, liquide complètement ionique, 100% ionique, il n'y a a priori pas de solvant moléculaire non ionique là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont effectivement liquides à température ambiante. Vous savez tous qu'ils sont assez visqueux, vous savez tous qu'ils sont conducteurs ioniques, etc., etc. On oublie assez souvent ceci, c'est-à-dire que c'est un point fondamental. Pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir des matériaux stables? Pourquoi est-ce qu'on parle de matériaux avec ça? C'est parce qu'ils ont une tension de vapeur qui est négligeable. Donc on va vraiment pouvoir parler ici de matériaux biphasiques, solides, liquides, stables dans le temps. Alors, ce qui détermine leurs caractéristiques, c'est en général l'interaction entre l'anion, le cation, quelles sont les interactions entre ces espèces-là, est-ce qu'il y a un transfert de protons ou pas, etc., etc. Mais vous avez ici quelques références qui vont vous permettre d'aller plus profondément en détail dans ces choses-là, si vous en avez envie. Et puis, on a l'excellente approche de, bien sûr, Océangel depuis de nombreuses années, issue de la chimie des verres, dont nous avons déjà parlé ce matin, parce qu'on va ici parler de liquide ionique, c'est-à-dire qu'on va parler de choses qui sont très analogues à des verres ioniques, à des solides ioniques, mais on est largement au-dessus de la température de transition vitreuse, bien sûr aussi au-dessus du point de fusion, mais il ne faudra pas oublier quand même la valeur de la température de transition vitreuse qui vont déterminer les propriétés des liquides ioniques à température ambiante. Donc, une fois de plus, ici, on ne va pas aller dans le détail de toutes les applications possibles. Il y a un champ de plus en plus grand, que ce soit en termes de matériaux, que ce soit en termes de chimie liquide. Mais il y a des très bonnes, aussi à nouveau, je tiens à le dire, une très bonne revue ici qui a été faite il y a quelques années. Et au passage, saluons la mémoire de Ken Sedon qui nous a quittés l'année dernière et qui a été un leader dans ce domaine-là, pour nous montrer que, même si on parle d'applications comme ça, Nicolas, on n'oublie pas surtout les basiques qui sont déterminants pour comprendre et pour développer. Alors, juste deux choses, puisqu'on parle de perspective, des aspects qui sont en émergence forte à l'heure actuelle.
Par rapport proche des liquides ioniques, on va dire, ce sont les liquides ioniques. Alors, on peut parler de liquide ionique binaire, de liquide ionique ternaire, voire quaternaire. Mais il y a aussi un aspect qui se développe beaucoup à l'heure actuelle, qui sont le mélange de liquide ionique et de solvants, de mélange eutectique profond. Alors, mélange eutectique profond, tout simplement parce qu'entre les deux corps purs que l'on mélange, on obtient un mélange à une composition donnée qui a un point de fusion bien plus bas que les deux corps purs seuls. Mais la question qui va sortir de ceci, finalement, quand on parle de mélange eutectique, ça va être de découpler l'aspect translationnel de la dynamique de certaines espèces de l'aspect rotationnel. On cherche tout de suite la question qui est soulevée, que l'on voit apparaître d'un point de vue fondamental dans les papiers, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer la dynamique de ces solides-là. Comment on va pouvoir l'améliorer grâce à la réduction du couplage translationnel et rotationnel de certaines espèces. Alors ça, c'est pour les solvants, les eutectiques profonds. Deuxième aspect qui revient à l'heure actuelle, c'est l'aspect des cristaux plastiques qui avait été mis à l'honneur il y a une vingtaine d'années par l'équipe australienne de Melbourne, une des équipes australiennes de Melbourne, Douglas McFarlane et Maria Forsyth. Cristaux plastiques, on a un centre de gravité avec un ordre à longue distance de chacune des espèces, mais on a un désordre rotationnel, et ces espèces-là sont transporteuses de charge. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir effectivement un désordre rotationnel ici, et on découple à nouveau le transport translationnel de certaines espèces. Alors vous voyez que ça revient à l'honneur ici avec Patrick Howlett, issu de la même équipe, avec Maria et Douglas à peu près, où on parle cette fois-ci de cristaux plastiques ioniques. Donc on est en train de faire croiser le champ des liquides ioniques et le champ des cristaux plastiques. Mais quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est simplement de dire, voilà, les questions qui reviennent tout le temps, c'est le découplage des aspects rotationnels, des aspects translationnels. Alors nous, on va se focaliser aujourd'hui dans l'obtention de liquides, de matériaux qui sont biphasiques, solides liquides. Alors on a des revues très sympathiques qui ont été écrites ici. Vous voyez des alcogels, hydrogels, vous connaissez tout ça par cœur. Et puis on a vu apparaître ici les ionogels, où on va confiner des liquides ioniques dans un réseau confinant. Jung-Kan Deng aussi a fait un grand travail là-dessus. Il faut vraiment regarder en détail le travail immense encyclopédique de Jung-Kan qui travaille beaucoup en toute discrétion. Alors ce sont des, je le dis plusieurs fois maintenant, ce sont des solides, ce sont des matériaux biphasiques, liquides solides. On a une approche polymer insult, c'est-à-dire qu'on a une très grande majorité de liquides par rapport au réseau confinant. On est largement au-dessus de 50% de liquide ionique confiné. Okay, ce n'est pas simplement un peu de sel qui va imprégner une grande part de polymère, qu'il soit organique ou inorganique, mais c'est un peu de réseau confinant qui va confiner une grande part de liquide ionique. Et puis on va obtenir une interface bicontinue avec deux réseaux interpénétrés. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas contre-intuitif de dire, voilà, on prend un liquide qui est visqueux, on va le confiner et on va obtenir quelque chose qui fonctionne bien? En fait, c'est la question qui vient tout de suite là-dedans. Alors, vous voyez qu'on a les avantages ici des liquides ioniques, les inconvénients des liquides ioniques. Pourquoi est-ce qu'ils sont visqueux? Parce qu'ils forment des agrégats plus ou moins gros de paires anion-cation ou d'agrégats plus gros que des paires qui vont donner cette viscosité et qui vont donc être perdus pour les performances que l'on cherche pour les liquides ioniques, pour les ionogels. Donc, quand on va les confiner, est-ce que ça va fonctionner? C'est le fil que nous allons suivre ici aujourd'hui. Évidemment, vous le savez tous, une des propriétés essentielles, je ne devrais pas dire essentielle, une des propriétés dans le domaine du stockage de l'énergie, puisque ça a été dit en introduction, que les gens suivent beaucoup, il n'y a pas que le stockage de l'énergie, hein, mais y compris pour les électrolytes, c'est la conductivité ionique. Alors là, vous voyez, il y a un diagramme qui a été fait il y a quelques années. Vous avez la conductivité ionique ici, les années qui passent ici. Ici, on a les électrolytes habituels qu'on a tous, habituels, j'entends, ceux qu'on a tous dans nos téléphones et nos ordinateurs, les carbonates, les conductivités les plus élevées, très bien. Ici, on a les électrolytes céramiques, des oxydes céramiques, très difficiles à mettre en forme. Donc, il y a quand même des recherches là-dessus, parce qu'on a besoin de dispositifs tout solides. Et puis ici, il y a les électrolytes hybrides, solides, qui peuvent être mis en forme comme des solides à nouveau, mais qui, vous voyez, pour l'instant, ont des performances qui sont relativement faibles.
Et voilà, et vous avez ici la partie ionogel qui apparaît ici avec des performances relativement élevées, tout près de celles des carbonates, et qui peuvent être mis en forme comme des solides. Alors si on regarde ça très rapidement, les électrolytes carbonates, ils ont une conductivité en fonction de la température, basse température, haute température, qui évolue comme ceci. Les céramiques qui évoluent comme cela. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe quand on regarde un liquide ionique, alors là, vous voyez, c'est un ternaire, hein, il est bien équilibré en termes de charge, rassurez-vous, c'est simplement qu'on a un TFSI en plus. Là, ce sont les 3 espèces qui existent dans le milieu. Donc à ce moment-là, on a une conductivité qui évolue comme ça. En dessous, là, en fait, on est dans la phase solide pour ce liquide ionique-là, avec ce sel-là. Et hop, ici, on a la transition solide-liquide. La conductivité continue à augmenter. On les confine sous forme de ionogel. Ici, alors on a fait du sol-gel silicium, tout simplement ici. J'ose dire tout simplement, on est en 2020. On a fait du sol-gel silicium, tout simplement ici. On obtient un liquide qui est confiné dans un réseau haute avec des pores de taille nanométrique pour ce qui concerne la silice. Et puis, vous voyez ce qu'on obtient. On obtient une conductivité qui est non seulement égale à celle du liquide non confiné, mais voire parfois même améliorée. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a décalé vers les basses températures la transition liquide-solide. Alors, évidemment, je ne vais sûrement pas aller en détail dans un récit de toutes les synthèses qui sont possibles, mais je tiens à mettre en avant, puisqu'on parle de perspectives, les perspectives d'avenir, essentiellement pour ça, ça va être quoi? Ça va être ce qui a été commencé par Watanabe il y a quelques années, Masayoshi Watanabe, qui consiste à faire de la polymérisation in situ dans le liquide ionique et à la fin obtenir le liquide ionique confiné, un petit peu ce que nous avons fait aussi en développant du sol-gel silicium en milieu liquide ionique. Et puis, plus récemment, vous avez un travail qui a présenté, voilà, qui a schématisé différentes approches possibles en fonction du ratio, une fois de plus, de liquide ionique par rapport au réseau confinant. Et on va obtenir différents types de matériaux, dont celui-là, par exemple, qui est vraiment un ionogel. Alors, est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi, pas seulement pour le plaisir, comprendre pour à la fin, d'ici 10 minutes, arriver à essayer de se porter vers les perspectives d'avenir et de comprendre ce qu'il faut développer, ce qu'il faut synthétiser. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe aux interfaces et pourquoi pas essayer de comprendre comment on va casser les agrégats liquides ioniques qui sont confinés, augmenter ce qu'on appelle l'ionicité des liquides ioniques. L'ionicité des liquides ioniques, c'est quel est le nombre d'ions, cations et anions libres, sans interaction avec un anion ou un cation opposé, de charge opposée, bien sûr. Et est-ce qu'il se passe quelque chose de spécifique aux interfaces? On a pu, dans les années qui viennent de passer, faire pas mal de mesures directes de spectroscopie, à l'aide de spectroscopie, de faire des mesures directes de la physique, de la dynamique des liquides confinés. Alors vous voyez qu'on a utilisé évidemment des méthodes spectroscopiques qui correspondent à des échelles de temps et d'espace différentes. On est parti des grandes échelles, 500 nanomètres, 1 milliseconde, et puis on va aller en les rapetissant. Alors ça, c'est de la RMN à gradient de champ pulsé, de la relaxométrie, la diffusion de quasi-elliptique de neutrons. Quoi qu'il en soit, à chaque fois, on voit quoi? On voit que le liquide ionique confiné a quasiment la même dynamique que le liquide non confiné. Alors on voit certaines différences lorsqu'on regarde les échelles les plus grandes ici. Pourquoi? Parce que notre réseau, il est tortueux. Il est tortueux, donc c'est comme... comme on dit d'habitude, une mouche qui vole dans une petite boîte, on a l'impression qu'elle va très vite si elle fait 5 cm, et puis si elle est dans son pot de yaourt, et qu'on la regarde pendant 1 heure, elle ne va pas très loin, au final. Et donc là, si on regarde la conductivité, on est allé un petit peu plus loin en collaboration avec des gens de Montpellier qui maîtrisent très bien la chimie sol-gel, notamment pour des perspectives en chromatographie, en l'occurrence. Mais ce qui nous a permis d'avoir cette fois-ci, de pouvoir régler vraiment très précisément la taille des pores. Et là, on voit que la conductivité montre un optimum en fonction de la taille des pores pour une composition du liquide ionique donné, pour un liquide ionique donné, pour un contenu de sel, en l'occurrence de lithium donné. Et on voit qu'on a un optimum ici pour 10 nanomètres. On le voit encore mieux quand on est à 60 degrés.
Très bien, très intéressant. On va plus loin. On va essayer d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? L'idée que l'on va poursuivre ici, c'est celle qui a été développée, comme je le disais tout à l'heure, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, plutôt une trentaine d'années, je dois le dire, par Austin Angel, quand il travaillait dans les verres ioniques, où il a introduit le concept de fragilité. Alors pourquoi je me suis intéressé à ça? Tout simplement parce que nous n'avons pas d'autres moyens à partir de... On a vu les méthodes spectroscopiques directes, certes, où on voit les échelles locales, mais pour regarder la viscosité, par exemple, du liquide en milieu confiné, de quel moyen dispose-t-on? Je n'en connais aucun autre que celui-là, qui est de regarder la conductivité, d'essayer d'en extraire à l'aide d'un modèle VTF certains paramètres qui vont nous permettre de quoi ce modèle? Ça va nous permettre d'extraire la longueur de corrélation autour des différentes espèces, les temps de relaxation, et donc tout ça c'est lié à l'activation d'énergie, à la viscosité, à la conductivité. Alors si je peux aller très rapidement, mais c'est un point clé important, c'est quoi ce concept de fragilité? Ça revient à essayer de plonger son doigt soit dans un verre de miel, soit dans un verre d'eau. On sait tous très bien dans lequel des deux on aura le plus de facilité à plonger le doigt. Pourquoi? Parce que dans le miel, les temps de relaxation autour de notre doigt, la contrainte mécanique que l'on exerce en enfonçant notre doigt, les temps de relaxation vont être plus longs. Donc, et c'est lié à une viscosité qui est plus élevée. Quand on essaie d'enfoncer le doigt dans un verre d'eau, les temps de relaxation, de réorganisation des molécules d'eau autour de notre doigt sont très rapides, et ce qu'il y a une viscosité faible. Tout ça, c'est évidemment lié à une conductivité élevée. Lorsqu'on a une viscosité faible, on a une conductivité élevée et une ionicité élevée. Alors pourquoi? Alors j'attire votre attention à nouveau aussi sur le fait que cette fragilité, lorsqu'on obtient une fragilité élevée, le verre d'eau a une fragilité plus grande, l'eau plutôt, excusez-moi, qui est contenue dans le verre, a une fragilité plus grande que le miel, parce qu'il a des temps de relaxation plus courts, il a un indice de fragilité plus faible. Pourquoi un indice de fragilité plus faible? Parce qu'un indice de fragilité est homogène à une énergie d'activation. Donc ce chiffre-là, plus ce chiffre-là est bas, plus cet index de fragilité est bas, plus on est content, ça veut dire que notre liquide est de plus en plus fragile, de plus en plus dynamique, si je puis dire comme ça. Et évidemment, vous voyez les ajustements VTF ici, et si on regarde la fragilité en fonction de la taille de pore, on retrouve très nettement cet abaissement d'indice de fragilité, donc cette fragilité optimum pour un confinement dans des silices avec des pores de 10 nanomètres. On va un petit peu plus loin. On a fait allusion déjà 2 fois au fait qu'il y a des applications dans le domaine pour des batteries lithium. Donc on regarde le nombre de transports de lithium entre 2 électrodes de métal. On a une batterie ici, enfin une batterie, un prototype au moins qui va nous permettre de mesurer le transport de lithium Li+, entre une des électrodes métalliques et l'autre électrode métallique à travers notre ionogel. Et on observe très clairement, à nouveau, y compris en tenant compte des barres d'erreur, que l'on a un optimum de transport de lithium pour 10 nanomètres. Alors, il ne s'agit pas que de constater, on va essayer d'aller plus loin avec différents aspects. Et on regarde la spectroscopie Raman d'une partie du spectre pour cet anion TFSI, bistrifluorosulfonylimide. Ça, c'est sans lithium. En noir ici, plein, c'est avec lithium. Vous voyez apparaître cet épaulement. Et vous voyez que quand on va confiner ceci, on va avoir une diminution de cet épaulement. Et si on juxtapose ça à la RMN lithium, en présence ou pas de silice, on observe très clairement que le lithium a une tendance très nette à se localiser à l'interface avec la silice et non plus à être coordonné par le TFSI. Donc cette fois-ci, si on avait un complexe lithium-TFSI avec 1, 2, 3 TFSI qui ne pouvait donner lieu qu'à un transport translationnel véhiculaire, et bien on va peut-être réussir à découpler ceci et avoir un transport translationnel du lithium. Alors, ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, pendant la thèse d'Angélique Marie, c'est effectivement de regarder plus précisément, parce que ce n'est pas évident de découpler les signaux qu'on a sous cette enveloppe ici, de découpler ceci et d'essayer de voir l'évolution du nombre de coordinations du TFSI par le lithium
lorsqu'il est confiné, et on voit une diminution du nombre de coordinations, c'est-à-dire le nombre d'espèces TFSI qui, en moyenne, dans le ionogel, parce qu'il y a des espèces qui sont loin du port, il y a des espèces qui sont juste à l'interface, le nombre de TFSI qui coordinent le lithium. Donc ça, c'est très intéressant, et c'est une des pierres, une des voies qu'on va développer. Alors vous voyez qu'on ne s'est pas arrêté à la silice, on l'a aussi transféré sur des systèmes polymériques, avec plus ou moins d'éthylène oxyde, d'oxygène. Alors vous voyez que c'est représenté ici par les points bleus. On a aussi des polymères, donc on regarde aussi la taille des mailles, c'est-à-dire qu'on va regarder le degré de confinement. En plus de la nature chimique des parois, on regarde la physique du degré de confinement. On a observé la même chose en termes de spectroscopie Raman pour un ratio entre l'éthylène oxyde et liquide ionique confiné avec une quantité connue donnée de celle de lithium. Et vous avez vu on observe la même chose à nouveau. On observe une libération, pourrait-on dire, du lithium par le TFSI, de manière à avoir une interaction préférentielle du lithium avec le polymère. Alors j'avais dit que je ne montrerais pas d'application. On voit quand même ici que ça, c'est juste pour montrer que finalement, c'est surtout ce chiffre-là qui est intéressant pour nous aujourd'hui. On arrive à faire 1000 cycles. Autrement dit, le lithium, il va et vient à des vitesses qui ne sont pas négligeables du tout. Donc on a vraiment une libération du lithium. Alors, allons plus loin. Moi, j'étais très content de lire dans la littérature certains collègues qui ont aussi suivi aussi cette approche-là en disant, voilà, je vais confiner mon liquide ionique dans 2 polymères différents et 2 caractéristiques différentes pour le polymère confinant, et je vais augmenter comme ça, ou diminuer, toujours avec un type de cation, un type d'anion, augmenter ou diminuer l'ionicité, l'apostrophe ionicité, c'est-à-dire le nombre d'ions qui sont libres dans le milieu. Donc vous voyez qu'on va l'augmenter la diminuer ou l'augmenter en fonction de l'interaction ségrégative du liquide ionique avec son réseau confinant. D'autres collègues ont une approche un peu similaire où on a parlé de rupture des interactions ou de diminution des interactions coulombiques entre les espèces cationiques et anioniques. Là, il s'agissait de confinement à un degré beaucoup plus fort puisqu'il s'agissait de ports de l'ordre du nanomètre. Ce que l'on peut faire dans ces systèmes-là, surtout, c'est pas de se dire on a trouvé une solution unique. Vous voyez qu'ici, par exemple, comme ça a été dit un peu plus tôt, on va pouvoir ajuster la chimie du réseau confinant. Là, c'est un mix silice-PVDF. C'est ce travail-là qui a été fait, que nous avons fait avec Solvay. Et la troisième partie ici, c'est le liquide ionique, avec ce liquide ionique ternaire, avec le sel de lithium. Et en fonction de l'ajustement de la chimie ici, on va obtenir soit des propriétés, un ionogel avec des propriétés électriques optimales, mais avec des propriétés optiques et mécaniques qui ne sont pas optimales, ou inversement, des propriétés mécaniques optimales, et ainsi de suite, des propriétés optiques optimales, parce qu'on a une très bonne transparence de 200 nanomètres jusqu'à 1000 nanomètres, plus de 80%. Alors voilà, parlons un peu dispo, juste sur 2 diapositives. On a parlé de dispositifs en disant, voilà, dispositif, on s'éloigne de la chimie des matériaux. Non, Christophe Létien fait un très bon travail à Lille, à l'IEMN. Croyez-moi que pour arriver à faire des choses comme ça, il faut vraiment avoir compris en profondeur l'assemblage de différents matériaux. Donc on obtient des très jolis dispositifs de ce type-là. Il faut ajuster la chimie des liquides ioniques, des ionogels, pardon. Oui, des liquides ioniques, pourquoi pas. La chimie des ionogels, la formation des ionogels en fonction des contraintes que l'on a en face. En l'occurrence, ici, quand on a de l'oxyde de manganèse, comme indiqué en violet ici, eh ben, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas détruire avec notre chimie ionogel. Il ne faut pas détruire et toucher à ça. Donc, on va l'ajuster et on va réussir à obtenir, vous voyez, un dépôt de ionogel qui va être tout aussi efficace, mais sans avoir abîmé la structure, la structure support. Donc finalement, la conclusion qui arrive de tout ça, c'est tout simplement de dire, bon ben voilà, quelles sont les perspectives essentielles. Moi, les perspectives essentielles qui se présentent à moi, c'est travailler sur la chimie des liquides ioniques. C'est pas facile, ça va lentement.
Les gens qui travaillent là-dedans font beaucoup d'efforts, et comme on le disait tout à l'heure, c'est beaucoup d'efforts qui ne sont pas récompensés par un flux de publications très important. Mais on obtient des choses intéressantes, voilà, comme indiqué ici, et y compris des liquides ioniques qui sont même électroactifs maintenant. Travail qui a été fait, entre autres, par Olivier Fontaine à Montpellier. On peut aussi dériver par exemple, une fois de plus, ce ne sont que quelques exemples, c'est évidemment pas exhaustif, des principes actifs pharmaceutiques sous forme de liquide ionique. On peut aussi confiner ces principes actifs pharmaceutiques dans certains polymères, mais si on veut, évidemment, on les confine pas pour qu'ils y restent, on les confine pour les délivrer. Donc il va falloir qu'on comprenne aussi l'interaction de ces principes actifs dérivés par rapport au réseau confinant, de manière à comprendre la cinétique de relargage. Et vous voyez aussi qu'on trouve d'autres collègues dans le monde qui réfléchissent aussi à l'ajustement chimique de réseaux confinants par rapport à certaines espèces, et qui observent aussi, avec des mêmes outils, d'outils similaires, des surdiffusivités, parce qu'on est en train de parler de ça maintenant, des surdiffusivités des espèces ioniques d'intérêt dans certains milieux. Alors, de manière plus générale, tout ça, c'est basé sur quoi, on va dire? C'est basé vraiment sur la rupture des interactions cation-anion fortes, paires ou agrégats plus grands lors du confinement. C'est pour ça qu'on arrive effectivement à lever ce faux paradigme qui est de dire on confine un liquide visqueux et pourtant on obtient un matériau solide avec des performances intéressantes. Okay. C'est justement parce qu'on a contrebalancé cette histoire de confinement par la rupture, l'augmentation de l'ionicité que ça fonctionne. Par la ségrégation aussi, peut-être forcément, la ségrégation aux interfaces, c'est-à-dire l'interaction préférentielle de certaines espèces avec le réseau confinant. On essaye de comprendre, si on ajuste la chimie, c'est en essayant de comprendre l'effet de l'interface, les effets d'interface. Et puis peut-être, à l'heure actuelle, évidemment, on continue à utiliser l'approche macroscopique, on continue à utiliser différentes méthodes spectroscopiques. Et puis on arrive peut-être aussi, évidemment, il y a beaucoup d'études dans la littérature de dynamique moléculaire, il y en a beaucoup moins d'approches basiques de chimie quantique, de physique quantique. Et on a obtenu récemment un résultat intéressant où on montre vraiment une approche à 0K, bien sûr, mais qui est représentative tout de même, de la différence d'interaction. Ici, on a de la silice en interaction avec un imidazolium, puis un TFSI. Et si on rajoute du sel de lithium, pouf, on a le lithium d'abord, puis le TFSI qui est passé là, puis l'imidazolium. Et là, on a un champ encore d'investigation important à mener de manière à pouvoir anticiper la synthèse de nouveaux matériaux. Je vous remercie de votre attention.